Good morning. Morning. Good morning. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Je sortirai jamais avec une fille. No! God, please, no! No! It's not important, okay? You're not important. Get used to it. You will learn by the numbers. I will teach you. Now get up. Get on your feet. Et bonjour tout le monde, nous sommes très heureux de se retrouver aujourd'hui pour cet épisode de l'Anthraciné sur Killers of the Flower Moon. On ne cache pas notre enthousiasme. Ah ouais, là, On parle du film depuis un mois. on le prépare surtout. Et qu'on le prépare. On a regardé Gilbert Grape. Comme toutes les semaines, je suis accompagné de Melchior, Bonjour à tous. de Oscar, Hello tout le monde, ravi de vous voir. ainsi que de Hugo. Salut tout le monde. Qui nous suit encore de Dublin malheureusement. Et oui, il est toujours à Dublin. Malheureusement, mais heureusement aussi. Non ça va, il est content là-bas. Bon, comme d'habitude, petit rappel du concept. Donc, là, on fait la première partie. Donc, exceptionnellement, les parties 1 et 2 sortiront séparément. Donc là, on fait la partie 1, on n'a pas vu le film. Et on va juste discuter un peu de Niro, Scorsese, DiCaprio et du film en général. Donc, au début du XXe siècle, le pétrole a apporté la fortune au peuple Osage qui, du jour au lendemain, est devenu l'un des plus riches du monde. La richesse de ces Amérindiens attire aussitôt la convoitise de Blancs, peu recommandables, qui intriguent, soutirent et volent autant d'argent aux Osages que possible avant de recourir au meurtre. Yes. Bah moi ça me fait tellement kiffer déjà comme synopsis. En plus ça vient un petit côté western et ça va me plaire quoi. Ah ouais. Bien sûr. Hugo, toi t'es excité? Non, pas du tout. Ouais. Non, en vrai, pas trop. Ça. C'est un Scorsese avec De Niro, DiCaprio, voilà, c'est Classique. Franchement, bof. On ça en va, voit c'est tous un les film ans dimanche- des films c'est un comme film ça, du dimanche quoi. soir sur TF1. Mais non, bien sûr, excité tout comme vous. C'est incroyable, on l'attendait depuis tellement longtemps. Enfin, Ouais, bref, ça fait C'est un vrai, an, comment ça ça fait fait même un an. plus d'1 an quoi. Tu sais, il y a la photo où DiCaprio et Lily Gladstone, ils se tiennent la main sur la table. Et t'as juste eu cette photo allez. pendant 1 an, je pense. Pour commencer, je propose que Melchior nous parle peut-être un peu de Scorsese. Je crois qu'il avait préparé quelque chose sur le sujet. Bon, moi les gars, je vais pas vous cacher mon excitation. On parle d'un des plus grands réalisateurs de tous les temps. On est quand même tous d'accord pour le dire. J'ai acheté un livre pour ce podcast parce que je voulais me renseigner un peu sur Scorsese et sa biographie. Donc je vais essayer de vous faire un tout petit peu rapidement, histoire que vous compreniez en fait le but de ce petit exposé, c'est que vous compreniez en fait comment est-ce que Scorsese est arrivé à être le Scorsese qu'on connaît aujourd'hui, pourquoi est-ce que les thématiques qu'on retrouve dans beaucoup de ses films se retrouvent, et il y a plein de choses à dire sur sa vie, son passé, etc. Donc très rapidement, Scorsese, il naît en 42, donc il naît en fait pendant la Seconde Guerre mondiale dans un petit quartier dans le Lower East Manhattan qui s'appelle Little Italy, qui est une espèce de quartier où beaucoup de migrants italiens, siciliens, etc. venaient pour l'American Dream que vous connaissez. Il a une enfance un peu difficile parce que très vite, donc, il est malade. Il a une maladie qui est assez commune, mais qui à l'époque se traitait mal, qui était l'asthme, un asthme assez poussé, assez frêle, une famille assez pauvre. Ses grands-parents étaient paysans, ses parents sont ouvriers. Mais il y a une chose qui le sauve, et très vite vous allez comprendre le rôle essentiel que ça va avoir dans sa vie, c'est le cinéma. Un peu comme nous tous, non ? Ouais. Bah oui. Non, pas du tout. Ah oui, bien Voilà. sûr. Ça nous sauve ce podcast. Ça nous sauve. Vous vous rendez pas compte à quel point ça nous rapporte de Ça l'argent. rapporte beaucoup d'argent. Mais donc lui en fait, comme il peut pas être comme tous les gamins du quartier, c'est-à-dire jouer à la balle dans la rue, courir après les voitures ou je ne sais quoi, parce qu'il a de l'asthme et donc il peut vraiment en mourir, il décide d'aller au cinéma tout le temps. On n'a pas connu cette époque parce que en fait avant les films au cinéma ça coûtait 25 cents et donc tu pouvais aller au cinéma même si c'était très pauvre et c'était vraiment c'était pas un luxe. Ouais, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu sur mon fil Twitter une place à 26 € pour aller au cinéma. Ouais, en Dolby au Ouais, Patalésia. peut-être, Ouais, j'ai vu. peut-être, mais Mais ils ont- 26 € attention quand même. Ouais. C'était Non, pour non. The Creator, je crois, mais bon, ils ont C'est abusé C'est vrai aussi. que 26 euros c'est presque Ça une devient place à l'opéra. hein. Ouais. Ouais. Non, mais c'est Ouais. pâté de toute façon. Ouais. Enfin, ils Ouais. le savent. Pourquoi ils vont voir pâté. Bref. Mais du coup, oui, c'est beaucoup plus accessible à l'époque, du coup, ce que tu nous disais. Voilà, donc vous comprenez un peu ce rapport au cinéma, donc même quand t'es pauvre, c'est un vrai divertissement, lui il se laisse emporter par des westerns, des films d'horreur, un peu comme toi d'ailleurs Oscar, sans les films d'horreur. Donc il grandit dans un milieu difficile, Little Italy c'est pas un quartier riche, donc il y a beaucoup de violence en permanence dans la rue.
Il voit vraiment des scènes qui sont traumatisantes. Il en raconte plein dans sa biographie. Il raconte qu'à 8 ans, il croise un type qui a le crâne fracassé, qui essaye de lui parler. T'as quelqu'un qui lui dit non, laisse-le, c'est un juif, on s'en fiche. Enfin, c'est vraiment la violence à l'état pur au très jeune âge. Et moi, ça m'a toujours fait penser à, évidemment, cette première phrase que vous aimez tant dans Les Affranchis, qui est All my life, I've always wanted to be a gangster. Et vous savez, il ferme le coffre. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Et en fait, moi, j'imagine bien Scorsese petit, qui a un peu cette admiration et cette fascination pour les gangsters, les mafieux. Moi, je rajouterais peut-être que justement, il était entouré de gangsters, mais lui, il était connu pour être le mec qui évitait tous les conflits et qui justement, en fait, les gens disaient qu'il se cachait tout le temps. En fait, il faisait que se cacher et justement, il a visionné tout cet environnement de gangsters et il a tout mis dans ses films. Totalement. Et il dit dans sa biographie que, j'aime beaucoup cette phrase, donc je vais vous la citer, la première chose que j'ai apprise de la vie a été la mort. Parce qu'en fait, lui, tout petit, en fait, il était cloîtré au lit avec des gens qui rentraient dans sa chambre. Il avait des masques, il avait des problèmes d'oxygénisation. Il côtoyait vraiment la mort au quotidien, des gens qui mouraient autour de lui. Donc c'est pour ça, en fait, que son côté très rapport à la violence est ancré tellement en lui. Par ailleurs, Scorsese, il a quand même une double casquette, donc il a ce côté un peu gangster qui existe en lui, mais à la fois, comme tu dis, Oscar, c'est un petit gamin frêle qui est malade, donc c'est paradoxal, mais il a un côté religieux qui est très très important chez lui. Il faut comprendre que l'église à l'époque, c'était vraiment un vrai lieu de commémoration. Les icônes qui retracent les épisodes de la Passion, les vitraux colorés, le Christ en croix ensanglanté, l'orgue, les cantiques en latin, les bougies, l'odeur, tout ça, en fait, moi, c'est vrai que j'y avais jamais pensé comme ça, mais quand il le dit, ça a du sens. C'est un côté très cinématographique, parce qu'il y a le visuel, il y a l'odeur, il y a la musique, et donc dans l'imaginaire de Scorsese, il faut vraiment comprendre que l'église est vraiment ce lieu est un lieu cinématographique. Et les seules personnes qui étaient plus respectées que les mafieux du coin, les parrains de la drogue ou de je ne sais quoi, en fait, c'était les hommes d'église. Parce qu'évidemment, les gangsters étaient tous des croyants chrétiens catholiques. Et ils allaient voir à la messe le père. Ils disaient quand même bonjour mon père, il y avait un respect. L'église était quand même le seul lieu où il n'y avait pas de crime. Et donc, du coup, la violence, c'était dans la rue et pas à l'église. Donc je trouve que c'est marrant cette double casquette, si bien qu'il va l'apporter jusqu'à ses 14 ans, parce que bon, anecdote que quand même beaucoup de personnes connaissent quand on se renseigne un peu sur Scorsese et qu'on est un petit peu cinéphile, il rentre au séminaire quand même, à 14 ans, Scorsese, dans l'Upper West Side, sur la 86e rue, dans une cathédrale qui s'appelle la Cathédrale Collège, et pour devenir prêtre. Exactement. Martin Scorsese, un des plus grands réalisateurs de tous les temps, 27 longs métrages, a voulu devenir prêtre. Dans un autre monde, il prêche la bonne parole. Exactement. Ouais, mais évidemment, le petit loustic tombe amoureux d'une fille. C'est le moment en plus où Elvis, parce que c'est en 56, il est né en 42, Elvis passe à la télé. Et donc c'est le début du rock, c'est le début de toute cette période. Et donc c'est vraiment la libération sexuelle, c'est le rock'n'roll, etc. Et en fait, Scorsese, qui est un très grand croyant et la religion a une place hyper importante chez lui, en fait se fait virer de cette école parce que de un, il est trop jeune, et parce qu'il fait des bêtises. Par exemple, c'est lui. Il faut le dire, c'est un grand fan de rock. Je pense qu'on le voit dans tous ses films, mais voilà, il pense qu'au rock. C'est tous les éléments que dont j'essaie de parler va avoir du sens pour la suite. Il a une anecdote marrante où un des prêtres raconte que Scorsese arrive en cours avec un pistolet, je sais pas, un revolver ou je sais pas quoi, en plastique, et commence à menacer ses camarades en tenue de futur prêtre. Donc tu imagines l'espèce de double casquette du mec qui sort de Little Italy gangster, mais qui essaie de prêcher la bonne foi. Enfin, c'est quand même, je trouve ça délirant. Bref, il finit par aller au lycée dans le Bronx. Il a une vie plutôt normale. Et là, il a eu la vie qu'on a eu nous. C'est-à-dire que vraiment, il va au ciné, il va voir des séries B, il va dans des clubs, il va écouter du rock sur les jukebox, il feuillette des magazines érotiques. Enfin, tu vois, l'ado par excellence qui boit de l'alcool dans la rue. Mais pas de drogue. Et ça va avoir une importance pour la suite. Parce qu'évidemment, dans des quartiers comme ça, tu peux t'imaginer que tout le monde se drogue, il y a de la criminalité, évidemment. Et comme disait Oscar, Scorsese ne se battait pas. C'est-à-dire que comme il était frêle, que c'était un petit garçon, il faisait 1m63 à l'âge adulte. Et il n'a pas grandi depuis. Donc c'est vraiment un petit homme. Big up à Babou. Ouais, big up à Babou qui nous écoute peut-être. Donc il se battait pas, mais il a trouvé une autre manière pour se défendre, c'était la parole et la rhétorique. Donc en fait, je sais pas si vous avez déjà écouté des interviews de Scorsese, il parle super vite. Et en fait, en parlant vite, en étant vif d'esprit, en étant une sorte d'érudit cinématographique, en fait, il s'est inscrit dans ce quartier en étant le petit intello, mais qui était pas con, qui était aussi pote avec tous les dealos, qui était pote avec tous les petits gangsters. Et donc en fait, il est protégé par les grands de son quartier. Et donc c'est comme ça en fait qu'il se faisait pas taper par les autres.
Comme disait Oscar, il écoute de plus en plus de rock, de blues. Son icône, c'est James Dean. Il s'identifie à lui. C'est l'époque où tout le monde porte des vestes en cuir, les cheveux gominés. Donc moi, c'est la période que j'aurais adoré vivre. Imagine New York dans les années 50 où tu portes des vestes en cuir, tout le monde écoute du Elvis, c'est les jukebox, et t'as les mecs qui sortent des petits couteaux On dans aurait la été rue. tellement heureux, bordel. Ah Incroyable comme période. Donc moi, voilà, ça explique aussi une partie du personnage. J'essaie d'aller un peu plus vite. Il arrive à 18 ans. Mais il faut quand même comprendre que malgré tout ce que j'ai dit, c'est pas un garçon courageux, Scorsese. C'est un petit mec très anxieux, tiraillé entre sa morale chrétienne et son désir pour les filles. C'est vraiment ça son mal-être. Il est mal dans sa peau. Et donc il sait pas trop quoi faire. Il va à la NYU, la New York University, en 1960, dans un cursus d'anglais, option cinéma. Mais à la base, lui, il veut être prof d'anglais parce que, bon, comme je vous ai dit, ses grands-parents étaient paysans, ses parents étaient ouvriers. Bah, lui, il veut grandir sur l'échelle sociale et devenir professeur d'anglais, ce qui est un métier très respectable avec un bon salaire. Et ensuite, ce qui se passe en rentrant à la NYU, et c'est un moment très important dans la vie de Scorsese, c'est qu'il découvre une nouvelle partie de New York en changeant de quartier. Il faut comprendre que Scorsese, donc, il grandit dans le Upper East Side. C'est un petit quartier qui est Little Italy. Il se déplace de 6 blocs pour aller à la NYU. Il fait 15 minutes à pied pour aller à sa fac. Mais c'est un changement radical. C'est l'époque des 60s, donc c'est les protest songs, c'est Bob Dylan, c'est la chasse aux sorcières de McCarthy, c'est l'American Way of Life, c'est Kennedy qui arrive au pouvoir. Et donc c'est les pantalons noirs, c'est les pulls col roulé, etc. Et c'est les luttes aussi raciales. Et donc lui commence à côtoyer un peu toute cette nouvelle sphère de l'intelligentsia new-yorkaise en allant dans des cafés à Greenwich. Et c'est comme ça qu'il découvre ce nouveau monde et que il sort un tout petit peu de sa petite sphère, sa petite bulle qu'il a connue pendant 20 ans. Il n'était jamais allé autre part, jamais voyagé, jamais connu un autre quartier de New York pendant 20 ans. Donc c'est assez dingue. Moi je trouve que c'est un peu comme nous et le quartier latin, quoi. Non, Non. on en sort Ouais, un peu. pas la Ça même va, chose. oui, non, oui, quand ça même. va, on sort je pense un que peu. Bon. un truc à apporter avec le quartier latin quand même. Mais bon. Et donc, comment est-ce qu'il arrive à là? Parce que là, je vous ai donné plein d'éléments de réponse. On comprend déjà avec certains trucs que je vous ai dit, des inspirations. Mais donc, il arrive à la NYU et c'est l'option cinéma, évidemment, qui est la plus importante pour lui. Lui qui a baigné et qui a un amour pour le cinéma depuis qu'il est tout petit. Donc, il a grandi sa culture cinéphilique. Là, il regarde quand même beaucoup de films allemands, soviétiques, des films muets de l'époque. Et même les nouvelles vagues françaises et italiennes ont un rôle hyper important. Surtout. Fellini, Pasolini, etc. Et il regarde à bout de souffle. Et Hiroshima, mon amour, etc. Et c'est vraiment les films qui le poussent à réaliser et à essayer de découvrir sa patte en tant que réalisateur. Parce que c'est beaucoup ce qu'il dit, c'est que pour trouver, en fait, pour être un bon réalisateur, il faut aussi comprendre qui on est et ce qu'on a envie de raconter. Et ça, c'est un rôle hyper important dans sa vie plus tard. Et en fait, c'est important puisque toute cette génération-là, donc les Scorsese, Spielberg, Lucas, tout ça, en fait, c'est les premiers cinéastes cinéphiles aussi. Parce qu'en fait, ils ont étudié toute l'histoire du cinéma et donc en fait, ça va se voir dans leurs films. Et donc cette génération est hyper influencée par la nouvelle vague française jusqu'à pendant leur séminaire, ils étaient tous ensemble et en fait, ils voulaient tous faire un film avant leurs 30 ans. Pourquoi ? Puisque tous les réalisateurs français de la nouvelle vague l'avaient déjà fait. Donc ils voulaient être comme eux, tu vois. C'est fou de se dire que je pense que cette nouvelle vague française a, voilà, même si nous, peut-être qu'on en parle moins maintenant, a influencé un Scorsese qui réalise encore maintenant peut-être des chefs-d'œuvre. Donc voilà, je te laisse continuer. Putain, c'est dingue. T'as totalement raison. Et lui, alors le premier long métrage qui vraiment va le marquer, c'est un film de John Cassavetes qui va avoir un rôle hyper important dans sa vie plus tard. Peut-être que vous allez en parler parce que c'est lui qui lui permet de faire Mean Streets en fait, qui est son premier grand chef-d'œuvre, on va dire. Et c'est le film Shadows. Et en fait, l'idée, parce qu'il faut aussi comprendre que le cinéma évolue à ce moment-là, c'est la fin en fait de cette espèce de vieux Hollywood et c'est vraiment le nouvel âge d'or où on n'essaye plus de faire des films qui sont polis, qui sont dans les règles, qui sont dans les dogmes. En fait, c'est des films qui sont vrais, qui parlent de la réalité. Donc, ça parle de la rue, ça parle de gangstérisme, ça parle de. Enfin, c'est plus tourné dans des studios hollywoodiens, c'est vraiment tourné dans les rues de New York. Et lui, ça lui parle énormément parce que c'est toute sa vie à Scorsese. Et contrairement justement à tous les étudiants avec qui il était à la NYU, qui eux étaient issus de milieux un peu plus bourgeois, et du coup, en fait, dans leur éducation, dans leurs films ou leurs courts-métrages, ils représentaient pas les pistolets. Pour eux, il fallait pas montrer les revolvers dans les films de gangsters. Et Scorsese est justement arrivé avec sa patte artistique. Il a dit, mais les gars, les films de gangsters, il y a des pistolets tout le temps. Les revolvers sont sortis à chaque moment. Et en fait, il y avait quelque chose de beaucoup plus authentique dans ce qu'il filmait. Et donc, tous les élèves étaient fascinés par ce qu'il faisait, puisque en fait, lui avait une compréhension du film de gangster que les autres n'avaient pas. Mais c'est important de voir l'influence qu'a eu le cinéma français, italien, soviétique, etc. sur Scorsese pour justement qu'il lui permette de s'accomplir. En fait, il est arrivé pile dans la bonne ère du temps pour commencer à réaliser ses films.
Aussi, il faut se rendre compte que Scorsese, il a été influencé par tout son quartier, par sa culture italienne, par la nouvelle vague française, mais aussi parce qu'en fait, il a réussi à prendre tout ça, à en faire un mix et à en faire son propre univers. Et dès ses 11-12 ans, il avait commencé ses premiers moodboards. Storyboarding, Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il a lui-même dessiné, que j'ai vu. À 11-12 ans, en fait, c'est au-delà de... Oui, il a compris le cinéma, c'est qu'en fait, faut se le dire, même si c'est simpliste ce que je vais dire, c'est un génie, et c'est... voilà, dès 11 ans, tu fais un moodboard comme ça, c'est tout simplement extraordinaire. Et oui, bien sûr qu'il a eu des influences, bien sûr qu'il a compris le monde du gangster, bien sûr qu'il a compris comment renouveler le cinéma, et puis même, en fait, il va au-delà de toutes les limites. Et c'est ce qui lui a permis de réaliser tous ces différents films. Il fait un melting pot de tout ce qu'il a vu et toutes ses influences. C'est ça qui est beau, que ça soit ses influences et dans la rue, de ce qu'il a vécu lui-même, jusqu'aux influences cinématographiques. Et en fait, tu ressens tout ça dans ses films. Et c'est ça qui est fort. Et il a réussi à mélanger ça, en fait. Il n'a pas que fait des trucs un peu autobiographiques de ce qu'il pouvait revivre, de ce qu'il pouvait vivre dans la rue. Et ça n'aurait pas été intéressant. Il a eu cette intelligence-là de mélanger ça avec toute la culture cinématographique qu'il a pu, qu'il a pu se faire durant toutes ces années. Et c'est ça qui est fort. Et tu disais, Melchior, juste, je sais pas si tu allais le dire, mais aussi, moi, ce que je trouve ouf, c'est que il a été quand même prof à la NYU et il a eu quand même comme élève Spike Lee. J'adore ce genre de choses. C'est complètement fou. Je crois que c'est un des plus jeunes professeurs en plus à la NYU. C'était un des plus jeunes professeurs. Non, mais il était prof en 67. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est complètement dingue. Et à avoir comme élève Spike Lee, j'ai trouvé que l'histoire était belle parce que Spike Lee a eu un énorme pouvoir sur toute la partie afro-américaine aussi. C'est un réalisateur qui est ultra important, Spike Lee. Et le fait qu'il y ait eu cette rencontre-là entre le professeur et l'élève, en voyant aussi politiquement parlant ces deux réals, ce qu'ils ont su faire dans leur vie, je trouve ça ouf. Et pour moi, c'est une magnifique rencontre et c'est des anecdotes qu'on aime. Et donc, petit à petit, c'est ce que je vous racontais, comme en fait, il s'élève à travers de nouvelles sphères et qu'il découvre du nouveau cinéma, qu'il découvre de nouvelles personnalités, il s'éloigne petit à petit de sa famille, de ses racines, de son quartier. Et en fait, il est un peu perdu dans tout ça, Scorsese. Je vous avais dit il n'était pas très à l'aise dans sa peau, mais maintenant, il ne sait plus vraiment ce qu'il pense, donc il a toujours cet amour du cinéma, mais il a un vrai sentiment chez lui de culpabilité, de trahison de sa famille, parce qu'il est plus présent chez lui, et beaucoup d'anxiété. Et donc, il faut comprendre que sa vie, c'est le matin, il est sur les bancs de la NYU, où c'est un des meilleurs élèves, et il traîne vraiment avec Brian De Palma à longueur de journée. Le soir, il est à Little Italy, et il fait le gangster avec ses copains dans les voitures. Donc, il y a une sorte de paradoxe, même d'un point de vue temporel, c'est que c'est même pas des périodes différentes de sa vie, c'est dans les mêmes journées. Mais donc, il y a cette espèce de constant melting pot culturel et psychologique qui existe. Et donc, c'est pour ça que ces films respirent tellement de quelque chose de réel et de mal-être. Un film comme Taxi Driver, moi, je pense qu'il y a une partie de lui qui est dans ce personnage, ce truc un peu de je sais pas qui je suis, je ne sais pas où je me trouve. Non mais c'est simple, Taxi Driver, je pense que s'il l'avait pas fait et s'il n'avait pas fait du cinéma, ça aurait été le personnage de Taxi Driver, c'est sûr. Je pense qu'il s'est projeté dans une mais c'est pour ça qu'il a été autant attaché par ce scénario, c'est puisqu'il s'est dit c'est moi en fait, ce mec, si je n'avais pas fait du cinéma. Non, il aurait pu être prêtre aussi. Juste pour que vous compreniez aussi un peu pourquoi parce que la question aussi qui se pose, c'est donc c'est très bien d'avoir plein d'idées, d'avoir plein de choses à raconter, mais comment ? En fait, j'ai un peu expliqué le pourquoi, mais comment est-ce qu'il arrive à ce statut-là ? En fait, à son école, et c'est pour ça qu'en fait faire une école quand même autour du cinéma, ça aide, c'est que tu rencontres des passionnés. Il rencontre Jim McBride, qui est le réal de À bout de souffle, qui est le réal de Great Balls of Fire. Il rencontre aussi Michael Wadley, qui est celui qui était l'auteur de Woodstock, vous savez, ce grand documentaire sur le festival de Woodstock en 70, et Brian De Palma, avec qui il devient meilleur pote en 64. Brian De Palma qui va être le parrain de sa première fille, Catherine. Et il a sa première fille à 23 ans, je crois, à Scorsese, donc c'est assez jeune. Mais donc Brian De Palma et Scorsese, qui sont quand même vraiment deux des plus grands, en fait étaient copains depuis leurs 20 ans. On a l'impression que cette époque que nous on n'a pas connue, c'est une époque où les rencontres ont l'air d'être tellement faciles, alors que nous, j'ai l'impression que pour rencontrer un mec connu, pour pouvoir lui parler, l'aborder, c'est tellement des process compliqués. C'était la même chose. Sincèrement, c'est juste que lui, il est arrivé dans un milieu où il y avait. À chaque fois qu'on raconte des histoires sur les réalisateurs, les acteurs et tout, on dit d'ailleurs ce mec, il connaissait machin truc, machin bidule. Tu vois, genre ils se connaissent tous, c'est un truc de ouf. J'avais lu un truc qui disait que dans ces années-là, et je pense que du coup ça change pas maintenant. En fait, pour bosser dans le cinéma, fallait se lever tous les jours en se disant je vais harceler les gens toute la journée. C'est ça. Donc, et c'était dans les années 70, tu vois. Donc c'était vraiment déjà comme ça. Le cinéma, c'était déjà une des plus grandes industries mondiales, tu vois. Non, mais surtout, c'est toujours la même chose. C'est que tu penses vraiment qu'à 23 ans, je disais ça allait donner tout ça. Je pense que c'est juste que nous, aujourd'hui, il y a
sûrement des gens dans notre milieu, dans notre entourage, vu que c'est des domaines dans lesquels on a envie de travailler, qui plus tard seront, alors ce sera pas Brian De Palma et Scorsese, mais des acteurs, des réalisateurs, des scénaristes qui tourneront et qui seront un peu connus, juste on ne sait pas qui c'est. Et donc c'est l'important en fait dans tout ça, et c'est ce que Scorsese raconte, c'est qu'il faut s'entourer en fait de personnes avec qui tu partages une même vision, avec qui tu as la même volonté, la même détermination, et à terme ça donne Brian De Palma et Scorsese. Et il y a une rencontre qui est très importante dans la vie de Scorsese, c'est son professeur, un professeur très exigeant qui s'appelle Haig Manoogian, je sais pas comment on prononce son nom, qui est un prof d'une exigence telle qui dit si vous êtes là pour regarder des films et vous branler, vous partez. À la rentrée, il y a 200 élèves, 3 mois plus tard, il en reste 46. Donc c'est quand même intense. Mais donc, il parle pendant des heures avec ce prof qui le chérit, Scorsese devient son petit chouchou. Il passe des heures à discuter de cinéma chez lui. Et c'est Haig Manoogian qui lui dit vraiment être un bon réalisateur, c'est raconter des histoires vécues et personnelles. Et ça, cette phrase, c'est pas une citation, mais c'est un credo à travers lequel Scorsese a vécu toute sa vie et tout son cinéma, c'est à travers ça, c'est qu'il a toujours raconté quelque chose de personnel et c'est pour ça que ça marche autant. Bon, je vous épargne pas mal de détails, il tourne des courts-métrages, des trucs qui marchent plus ou moins, etc. Il finit par avoir une fille, c'est ce que je vous racontais, et il devient copain avec un mec qui va être très important, c'est Harvey Keitel. Harvey Keitel qu'on connaît, qui vous avez vu dans Reservoir Dogs par exemple, c'est lui qui a permis à Tarantino de lancer sa carrière. Et en fait, c'était un des meilleurs copains de Scorsese qu'il avait rencontré, pareil, dans le même quartier. Et une amitié durable commence parce qu'en gros, il fait un film qui s'appelle Bring On the Dancing Girls, qui est le premier long métrage que Scorsese fait, qui a été financé par son prof et par le père de Scorsese pour une somme de $35 000, ce qui était le projet universitaire à l'époque le plus cher. Ouais. Et son prof croyait tellement en Scorsese, parce que le film est un échec, personne ne le regarde, ça n'intéresse personne, qu'il le refinance, il retrouve des fonds pour qu'il réécrive une partie, et Harvey Keitel arrive à jouer dedans. Mais donc, en gros, je vous la fais un peu courte sur comment il arrive à son statut, mais il écrit en fait une sorte de trilogie qui est avec un ami à lui de l'époque qui s'appelle Mardik, et donc en fait, il écrit Jérusalem, Jérusalem, qui ne sortira jamais, et ensuite il écrit Who's That Knocking at My Door en 67, et le troisième de la trilogie s'appelle Season of the Witch, qui en fait deviendra plus tard Mean Streets en 73. Et c'est là où en fait le grand Scorsese arrive, et c'est avec Mean Streets et sa rencontre avec De Niro dont vous allez parler, dont Oscar va vous parler, que il devient connu. Il y a eu un court métrage qu'on a regardé, Hugo, Oscar et moi, je sais pas si vous en rappelez, qui s'appelle The Big Shave, pour dénoncer la guerre du Vietnam. Mais sinon, qui est quand même le court-métrage le plus connu de Scorsese. Quand on parle d'un court-métrage, c'est The Big Shave. En plus, il est vraiment court pour le coup. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et un court-métrage en plus qui raconte rien parce que c'est juste un mec qui se rase devant un miroir. Ouais, mais c'est la première fois que tu as vraiment le style de Scorsese en fait, que tu le vois. Donc, Enfin bref, moi je m'arrête là parce que je voulais juste que vous compreniez en fait comment est-ce que Scorsese est devenu Scorsese, qu'est-ce qui a animé sa vie, quels étaient les sujets dont il voulait parler et pourquoi est-ce qu'il a fait ce cinéma tellement gore, tellement violent, avec tellement d'aspects psychologiques. J'espère vous avoir donné une réponse. On sait que Scorsese, il a l'habitude de tourner souvent avec les mêmes acteurs, et parmi eux, on a De Niro ainsi que DiCaprio qui sont dans ce film. Et je crois que, Oscar, tu voulais nous parler un peu de la relation entre De Niro et Scorsese. Ah bah une relation... premièrement, je commencerai par dire que DiCaprio voit De Niro et Scorsese comme le plus grand duo de l'histoire du cinéma. Et donc a voulu faire du cinéma grâce à eux. Donc c'est pas anodin si DiCaprio se retrouve ensuite dans les films de Scorsese. Mais je pense que Hugo vous en parlera mieux. Écoutez, De Niro, Scorsese, je suis très content d'être ici pour vous en parler. Merci Victor. Je pense qu'en fait, pour parler de leur relation, premièrement, il y a un film, donc Melchior l'a cité, qui est obligatoire, c'est Mean Streets. Mean Streets, c'est vraiment la pierre de lancement de toute leur carrière ensuite, parce qu'aux deux, ça va leur servir. Donc premièrement, Scorsese et De Niro, ils se rencontrent en fait à l'âge de 16 ans au Little Italy, puisque De Niro est né dans le même quartier que Scorsese. Et ils avaient le même âge et donc ils étaient juste deux bandes amis, mais voilà, ils n'étaient pas forcément potes tous les deux. Et donc ils se retrouvent ensuite, donc c'est une productrice qui fait rencontrer De Niro à Scorsese. Il s'avère que De Niro est un mec très timide, mais vraiment timide à un point où il ne parle pas au producteur. Dès qu'on voulait le présenter, tu vois, c'était le grand acteur, enfin un acteur avec énormément de potentiel, lui il n'osait pas parler, il ne sortait pas avec ses potes, il ne faisait pas de soirée. Et même, une histoire drôle, c'est une productrice qui disait que De Niro, quand il était en soirée, il se posait sur son canapé, tu vois, comme ça, là, et il s'endormait. Vraiment. Ça en soirée. Robert De Niro, le plus grand acteur de tous les temps, tu te rends compte ?
Et donc voilà, il y a eu une rencontre avec Scorsese. Donc Scorsese, ça lui parle tout de suite puisqu'ils viennent du même quartier, ils ont vu la même chose, ils parlent le même langage cinéma, ils ont tous les deux une exigence qui est au-dessus de la moyenne. Donc Scorsese lui propose le second rôle de Mean Streets, puisque Mean Streets, alors le rôle principal, Melchior vous en a parlé, c'est Harvey Keitel. Et donc Mean Streets, c'est voilà, tout ce qui représente le cinéma de Scorsese, donc les rues du Little Italy, de la violence, des mecs qui essayent de rentrer dans la mafia. Donc voilà, c'est quand on pense à Scorsese, on pense à ça. Et Mean Streets, c'est vraiment ce qui va lancer ensuite tous les films qui vont arriver par la suite. Il s'avère que Scorsese, il avait tourné un premier film juste avant, qui était un film plutôt grand public, produit par les studios, et qui était plutôt un bon film, voilà, qui avait eu du succès. Mais John Cassavetes, justement, qui était un peu le mentor de Scorsese, lui avait dit, écoute, là, t'as fait un bon film, c'est bien ce que t'as fait, mais tu mérites mieux, tu mérites de faire un truc différent qui te ressemble. Et donc c'est là où Scorsese revient avec son script de Mean Streets, $600,000. Et donc De Niro joue dans ce film, il est juste magistral. Et alors voilà, maintenant je voulais en arriver là. Pourquoi ça a servi ce film ? Pourquoi il est si important dans leur carrière ? Ok, donc premièrement, ça a servi pour De Niro. Pourquoi ? Puisqu'en fait, à la fin du tournage et à la fin du montage surtout de Mean Streets, Scorsese vient voir son ami Francis Ford Coppola pour lui montrer le film. Et Francis, de son fameux nom, exactement, qui a réalisé quand même Le Parrain, Apocalypse Now, il flash sur De Niro. Il flash sur un second rôle qui est tellement insolent, charismatique, joueur. Et il lui dit, écoute, tu vas jouer Vito Corleone dans Le Parrain 2. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc Francis Ford Coppola, en voyant De Niro dans Mean Streets, lui donne l'Oscar du meilleur second rôle. Donc voilà, c'est une propulsion de carrière pour De Niro, comme je pense que tu en as rarement vu. À côté de ça, pourquoi ça a servi pour Scorsese et pour De Niro d'ailleurs également, c'est que Scorsese, ça fait 3-4 ans qu'il connaît le scénario de Taxi Driver et il veut absolument le réaliser. Le souci, c'est que Paul Schrader, le scénariste, du coup, qui est un très bon ami de De Palma, l'avait proposé de base à De Palma, qui lui avait dit non, peut-être que Scorsese, ça serait mieux. Sauf que Paul Schrader n'aimait pas trop le cinéma de Scorsese, puisqu'à l'époque, il avait seulement vu son premier film grand public, voilà, qui l'intéressait moins. Et c'est quand Scorsese monte Mean Streets à Paul Schrader qu'il lui dit, écoute, c'est pas Scorsese qui va faire Taxi Driver, ça sera Scorsese en réalisateur et De Niro en personnage principal. Et là, tu te rends compte que en fait, c'est ce duo qui a, grâce à ce duo et donc à Paul Schrader en tant que scénariste, qui crée voilà, Taxi Driver, qui est un des meilleurs films de l'histoire de l'histoire, un des meilleurs films de Scorsese, le rôle le plus culte de De Niro, une des plus belles musiques de tous les temps, un des meilleurs scénarios, bref, un des meilleurs montages, bref, je pourrais aller, en fait, je pourrais tout dire puisque ce film est juste classique, c'est la définition du classique, le classicos, tu vois. Je pense que on l'a tous vu, on sait tous que c'est exceptionnel. On va pas en parler 1000 ans, ça a eu donc la Palme d'Or au Festival de Cannes. Et voilà, leur carrière est propulsée aux deux. Tout se passe bien. 1 million de budget en plus. Ouais, pas beaucoup. Rien, pas beaucoup. Et, budget, ouais. 1 million de budget. 1 million de budget. Voilà, exactement. Et même, c'est tellement bien filmé. Scorsese racontait en interview dernièrement, je crois que c'était sur GQ, qu'en fait, chacun de ses plans de caméra dans Taxi Driver, il voulait déconcerter le spectateur tout en lui proposant une expérience de plan de caméra agréable. Donc c'était vrai, c'est en même temps déconcertant mais en même temps agréable. Et en fait, quand tu revois Taxi Driver, tu te dis ouais, c'est vrai, c'est trop bien, tout est parfait. Donc voilà, ensuite je pourrais parler de tout. Attends, et juste, c'est pas De Niro qui avait chopé justement une licence de taxi pour le film ? Exactement, mais ça, voilà, c'est dingue quand même. C'est De Niro qui s'implique à 6 mois. Pendant 6 mois, il a été chauffeur de taxi de nuit. Ouais, il y a sa carte, sa licence de chauffeur de taxi qui est exposée d'ailleurs dans un musée ou dans une expo, bref. Voilà, De Niro s'implique à 100% dans ses films, enfin dans ses personnages, dans ses films, et voilà, c'est vraiment dans toute sa carrière. Et donc s'ensuit de Taxi Driver 20 ans de classiques. Je pense qu'ils ont fait 7 films tous les deux. Et donc en fait, ce qui est fou, c'est de se dire que sur 20 ans, ils ont que des classiques, ils ont que soit des classiques instantanés, soit des films qui sont sortis, qui ont floppé et qui sont maintenant considérés comme des classiques. Et c'est ça qui est fou. Si, vraiment tous. New York n'est pas considéré comme un classique. Est considéré maintenant comme un classique. Non, vraiment, tu non, regardes les critiques. Pas pour tout le monde.
Ah non, pas les critiques sont mitigées. Hein. Les critiques sont vraiment mitigées. J'ai re-regardé encore, ça dépend. Il y en a qui le considèrent, d'autres non, mais ça fait pas l'unanimité. Bah oui, mais ce que je veux dire, c'est que certaines personnes le considèrent comme un classique. C'est pas un raté, c'est ça que je veux dire. Mais mec, t'as certaines personnes qui considèrent Les Tuches comme un classique. Je suis sûr que je peux t'en trouver un. Ça n'a aucun sens de dire ça. Ça a rien à voir. Non, mais mec, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas considéré comme un classique. C'est considéré peut-être par certains, mais quand c'est considéré comme un classique, tu t'en as parlé. Taxi Driver et le concept. Bah écoute, je vais te dire pourquoi New York est considéré comme un classique. C'est que ça a eu une influence notable sur énormément de films. Et c'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, pour tous les aficionados de La La Land, et j'en suis un, bah en fait, le scénario de La La Land est calqué sur celui de New York. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, un des plus grands succès des années 2010, bah en fait, le scénario, que ça soit la rencontre, toute l'histoire sur le fait qu'en fait ça soit un mec qui galère avec son saxophone du coup pour De Niro, avec quelqu'un qui est réussi ensuite, avec Emma Stone qui réussit vers la fin, bah c'est la même histoire avec une fin à peu près similaire, juste c'est un peu plus cru, mais c'est la même histoire et je pense que Damien Chazelle va pas s'en cacher. C'est pareil pour La Valse des Pantins, The King of Comedy, pour moi qui est peut-être le meilleur rôle de De Niro, puisque en fait ça vraiment exploite toute sa palette de jeux où il est drôle, il est en mode gangster, voilà. Donc c'est l'histoire d'un mec qui veut percer dans le stand-up et qui regarde tous les jours une émission donc présentée par Jerry Lewis, acteur célèbre des années 60 comique, qui est d'ailleurs complètement en contre-emploi parce que là il est beaucoup plus dur, et il va tout faire pour rentrer dans cette émission et faire du coup du stand-up, faire rigoler les spectateurs, et il va jusqu'à en devenir fou et donc harceler le présentateur. Est-ce que ça vous fait penser à un film? Joker. Oui, Exactement. Joker. Et qui joue le présentateur dans Joker? De Niro, voilà, c'est ça. Et donc même la valse des Pantins, qui est un flop à sa sortie et qui est pas du tout considéré comme un des plus grands chefs-d'œuvre de Scorsese, bah on se rend compte que New York, La Valse des Pantins, les deux plus gros flops de Scorsese entre guillemets, bah, ont influencé peut-être les deux films qui ont eu le plus gros succès critique et populaire des années 2010. Et New York, bon bah je le conseille à tout le monde, puisque pour tous les gens qui aiment les comédies musicales, comédies romantiques, etc. Bah c'est juste un chef-d'œuvre. Et donc et avec le fameux New York de Frank Sinatra, chanté par Liza Minnelli. Donc ensuite je pourrais parler de Scorsese, De Niro, tous leurs films. Donc il y a Raging Bull. Ce qui est fou dans Raging Bull, c'est que bah, là c'est le moment où Scorsese est au plus bas dans sa carrière. Il est complètement drogué par la cocaïne. Donc De Niro arrive et lui présente le livre de Jack LaMotta, donc ce fameux boxeur que De Niro lisait d'ailleurs pendant le tournage du Parrain 2, entre chaque scène. Et donc il lui présente ça, bah voilà, Oscar du meilleur acteur, il l'a enfin. D'ailleurs ce qui est drôle, c'est que Scorsese donc, a voulu tourner Raging Bull en noir et blanc, et donc pour représenter davantage le sang, enfin en tout cas mieux le représenter, il a ça vous fait marrer, il a utilisé du chocolat. Ouais, donc en fait tout le sang qu'on voit dans Raging Bull, c'est du chocolat, c'est que du chocolat noir fondu. Mais que Hitchcock faisait ça pour Psychose d'ailleurs. Exact, ce que j'allais te dire, c'est que c'est une des grandes anecdotes sur Psychose, qui est quand même peut-être la scène de la douche, c'est peut-être une des scènes les plus iconiques de l'histoire du cinéma. Pour que le sang paraisse véridique, ils utilisaient de la poudre de coco. C'est fou quand même, hein. C'est énorme. Et faudrait qu'on fasse ça. Venez, on fait ça. On devrait faire ça. Juste, voilà, faut pas qu'on tienne à notre mobilier, quoi. Ouais. Après le reste, voilà. Donc ensuite, il y a Les Affranchis, il y a Casino. Bon, on peut penser à Casino, Les Affranchis. Ce qui me fait marrer en les revoyant, c'est que en fait, c'est exactement la même narration que Loup de Wall Street. C'est un peu le même type de film avec la voix off. Tu suis le mec pendant toute une épopée. Et donc, voilà, Scorsese, De Niro, je vais pas plus vous en parler. Pour moi, c'est la plus grande alliance du cinéma. C'est DiCaprio, comme l'a dit, c'est les deux meilleurs. Je pense après Danny Boone et Ken Merad, mais ça, c'est autre chose. Bref. Non, avec Fabrice Eboué et Angel, ouais, aussi, c'est pas mal, c'est vrai. Respecte-les quand même. Et donc voilà, c'est De Niro justement en tournant avec DiCaprio qui dit à Scorsese. Hugo, je te laisse continuer puisque. Ouais. Bah de toute façon, les gars, on le sait très bien, ce trio-là, on va dire que c'est un peu comme si De Niro et Scorsese sont deux frères. Et Scorsese est le père de DiCaprio, et son tonton un peu, son oncle, c'est De Niro. Et moi je trouve, j'aime bien leur donner cette signification-là pour ce trio. Pas de femme dans la famille par contre. Aucune femme dans les films de Scorsese. Pas de femme dans la famille. Aucune femme dans les films de Scorsese. And the winner is Sharon Stone for Casino.
And no one is more surprised than me. Alors, souvent on dit que DiCaprio, il a fait que des merveilles, que des films extraordinaires, mais en fait, pas vraiment. Son premier film, c'est un peu c'est un gros navet, mais je ne l'ai pas vu moi. Je vais essayer de le voir là, dans pas longtemps pour me faire mon propre avis. Mais Critters 3, voilà, où il a un petit rôle dedans, mais apparemment c'est vraiment une merde. Il a commencé comme ça. Donc du coup, non, DiCaprio n'a pas fait que des chefs-d'œuvre. Il faut que les gens arrêtent de se dire ça. Après, en fait, du coup, il va avoir son premier grand rôle, et ce n'est pas avec Gilbert Grape, c'est avec De Niro. Voilà, c'est son premier gros rôle, et c'est dans Blessure secrète que j'ai vu cette semaine, exprès pour le podcast. Hein? A Boy's Life, non, en anglais. Boy's Life, ouais, mais vu qu'on est en France, on va respecter la France un peu aussi. Non, toi, tu es en Irlande. Non, et donc du coup, ce premier film avec De Niro, c'est, on va dire, son premier pas dans le cinéma grand public, avant Gilbert Grape, en fait, qui est en 1994, et en fait, c'est De Niro qui va dire à Scorsese, qu'il le connaissait déjà très bien. Là, j'ai un petit gars qui s'appelle Léo, avec qui j'ai tourné là un film qui est vraiment très chaud. Voilà, donc Martine, ce serait bien que tu t'y intéresses, parce que pour plus tard, moi, quand je serai parfois un peu trop vieux pour certains rôles, lui pourra reprendre peut-être le flambeau. Juste, c'est la première fois que De Niro parle d'un acteur à Scorsese. Et c'est pour ça que ça fait tilt direct pour Scorsese. Et c'est aussi la première fois, tu as raison Oscar, bien vu de me l'avoir dit. Donc ça c'est aussi important, c'est la première fois qu'il en parle. Et en fait, un soir, Scorsese regardait la télé et tombe sur Gilbert Grape. On a fait le dernier épisode là-dessus, donc normalement vous devez connaître. Allez le regarder, hein, vous l'avez allez le regarder d'ailleurs. Hein c'est un classique. Tu l'as vu. Et donc, en fait, il arrive à mi-chemin sur le film, il arrive à la moitié du film, et il se dit putain, mais au début, en fait, il pensait que c'était un documentaire. Et il se disait, et c'est Oscar, je crois que tu avais donné cette anecdote-là à l'épisode d'avant sur Gilbert Grape. Il a dit, c'est fou, au début, je croyais que c'était vraiment un téléfilm en mode vraiment documentaire. Il pensait qu'il était autiste, quoi. C'est ça, il pensait qu'il était vraiment autiste, mais même il pensait que ça parlait d'une famille qui vivait dans un ranch et qui était pauvre, et comment s'occuper d'un autiste, alors que voilà, t'es dans un ranch et pauvre. Et donc du coup, Scorsese a été complètement bluffé. C'est pour ça qu'après il le prendra dans Gangs of New York, qui est son premier rôle avec Scorsese, et qui est pour moi d'ailleurs, alors je vais revenir après très vite fait sur pas très vite fait, mais parce que c'est important quand même, les 5 films qu'il a fait avec Scorsese. Mais juste avant, petite autre anecdote, on va pas reparler de Titanic, voilà, l'un des plus gros, le rôle qu'il a fait décoller tout simplement, où il n'a même pas eu d'Oscar. Petite anecdote là-dessus, c'est Matthew McConaughey qui devait jouer Titanic. La production avait accepté, tout le monde avait accepté, excepté une personne, bien sûr, James Cameron, qui a préféré attendre et qui en fait a vu DiCaprio, qui a dit ça ne peut pas être Matthew McConaughey. Et par contre, et voilà, ça c'est un avis totalement personnel, et voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Matthew McConaughey, je pense que ça aurait été un aussi bon succès avec Matthew McConaughey. Après, j'étais sûr qu'il allait dire ça, mec. Matthew McConaughey, il a pas une tête d'ange comme DiCaprio là, et il pouvait dire Titanic. Non, tu pouvais le transformer en tête d'ange pour moi. Justement, il a une palette où tu pouvais. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Non, mec, il a plus une gueule cassée que DiCaprio. Matthew McConaughey, il est devenu frais quand il avait 40 ans et qu'il avait la tête tirée, genre le regard fatigué. Non, il y a Days Done Confused, il était frais quand même. Mais il a 35. Je sais pas, moi en vrai, c'est avant 2000. Hein. Il doit avoir un bon 50, hein, Mathieu là. Je sais pas, mais non. Surtout, Hugo, on parle de littéralement la plus grande histoire d'amour de l'histoire du cinéma. Mais je sais, mais les gars, si tu veux les deux, essayer de les dissocier, tu vois pas trop Matthew McConaughey demander à qui. En fait, de toute façon, je pense que tu pourras jamais faire plus gros. Mais oui. En vrai, voilà, juste Matthew McConaughey, oui, ça aurait peut-être été un succès moindre, mais je pense que ça aurait pu donner un très bon film aussi. Bref, maintenant, tu as raison, Oscar. Passons, concentrons-nous sur les 5 films avec Scorsese. Alors, il y a eu Gangs of New York, ensuite Aviators, ensuite Les Infiltrés, ensuite Shutter Island, Le Loup de Wall Street. Voilà. Donc ça fait 10 ans que d'ailleurs Scorsese et DiCaprio n'ont pas tourné ensemble, parce que c'était en 2013. Mais bon, après il fait quand même peu de films, il fait des films tous les 3-4 ans, Scorsese, donc c'est un peu normal. Et d'ailleurs Killer of the Flower Moon, qui a mis énormément de temps à se faire, parce qu'on a commencé à en parler en 2016-2017. Donc ça fait maintenant ils ont lu le script en tout cas en 2016-2017. Et voilà, et chers spectateurs, si vous voyez qu'on est un peu plus surexcité que dans d'autres épisodes, c'est parce que ça fait quand même 5
ou 6 putains d'années qu'on attend ce chef-d'œuvre. Enfin, Non, on espère un chef-d'œuvre. ça fait pas 6 ans. Non. Ça a été Si, pas annoncé il y a 6 ans. Les gars, mais bien C'est sûr. il y a que si. 2-3 ans, non, max? Les gars, Ah ouais? j'ai retrouvé un article de 2016 qui parlait de ce projet, Killer of the Ok. Flower Moon. Ah, je m'en Donc souviens c'est plus. pour ça, moi, j'avais direct vu le truc et je me suis dit, j'espère que ça va sortir bientôt. Et en 2023, il vient de sortir en 2023. Donc c'est Bah pour surtout, ça. c'était vraiment considéré comme le grand film de Scorsese des prochaines Ouais, années. c'est ça. Ça qui est fou. J'avais oublié Et- de dire que d'ailleurs, il y a une autre partie de carrière aussi Scorsese de Niro, c'est The Irishman, mais personnellement que j'ai pas vu, donc je pourrais pas en parler. Bah, ne va pas le voir. Ouais. Voilà. En fait, je Ne voulais va pas le voir voir, parce qu'il moi, sortait je pas au suis pas cinéma d'accord. et ça m'avait déprimé. Tu as 3h30 pas le avec voir. Joe Pesci, Al Pacino et De Niro qui sont refaits avec de la Ouais, VFX. c'est ça. Et Ouais, ça n'a c'est- aucun intérêt. T'as l'impression que c'est 3 papis qui se baladent dans New York Exactement. et qui essaient de faire des gangsters. Donc sur les 5 films de Scorsese avec DiCaprio, pour moi il y a 3 grosses réussites. Les Infiltrés, Le Loup de Wall Street et Shutter Island pour DiCaprio en termes de rôle. Alors même si je sais que Melchior t'es pas d'accord parce que Aviator tu l'avais trouvé tout de même exceptionnel, moi je trouvais qu'il reste très bon, même dans Gangs of New York, il reste est très bon. incroyable Il dans est Gangs of New incroyable. York. Mais Ouais. pour moi, si tu le compares aux aspects psychologiques de ces personnages dans Les Infiltrés, Le Loup de Wall Street ou encore Shutter Island, je trouve que il est moins à son avantage personnellement, mais il reste exceptionnel. Après, c'est des avis, on peut en débattre et de toute façon ces 5 films-là. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote sur Le Loup de Wall Street qui est assez marrante. Donc du coup, c'est un expert en drogue qui était sur le tournage du Loup de Wall Street parce qu'en fait, DiCaprio à cette époque-là, en tout cas en 2013, il n'avait jamais pris de drogue parce que peux pas y il vient croire. En mec, 2013, il en avait pas pris encore. il n'en avait jamais pris. Et les Ah gars, ouais. tout ça a une logique dans ce que je vais vous dire. Allez. Donc du coup, c'était en 2013, en 2012 du coup, parce que le tournage était avant, ou 2011. Et il avait un expert en drogue qui était avec lui, parce que le film se tourne quand même pas mal sur la drogue avec Le Loup de Wall Street. Et parce qu'il n'avait jamais pris de drogue et qu'il venait d'un milieu où il avait vu énormément de gens être détruits par la drogue et qu'il ne voulait pas devenir comme ça. C'est pour cela que DiCaprio en fait a donné 2 conseils à aujourd'hui un acteur qui est en train d'exploser, qui est Timothée Chalamet, c'est de ne pas prendre de drogue dure et ne jamais faire de film de super-héros. Et en fait, c'est assez drôle parce que en fait les deux ont un côté un peu similaire. Non, c'est pas un film de super-héros, c'est un blockbuster. Non, j'accepte pas. Non, mais il y a une suite quoi. Et donc du coup, il y a quand même une similarité entre les deux que je trouve assez marrante, c'est que DiCaprio, j'ai oublié de le mentionner, mais avait postulé pour le rôle de Robin dans un Batman et Robin qui avait complètement floppé, où il avait été recalé. Timothée Chalamet, exactement la même chose, a été recalé du Spider-Man pour Tom Holland. Donc du coup, les deux se sont fait recaler chacun de films de super-héros pour quand même faire dans un cas Call Me By Your Name et dans un autre Titanic, 2 films totalement différents, Ouais, donc mais ça qui vaut vont peut-être les un peu propulser. Du coup, les gars, juste vous, votre préféré de Scorsese de Niro pour Oscar, c'est La Valse des Pantins? Non, c'est Taxi Driver, mais Valse des Pantins après. Et pour toi, Hugo, c'est lequel t'as dit? After Hours. C'est After Hours, ouais. Et toi, Victor? Pardon? Le film préféré entre Scorsese et De Niro, enfin la Non, collaboration. Ah oui, De Niro Scorsese. pardon. De Niro Scorsese. Écoute, je dirais les Affranchis. J'ai adoré ce film, j'ai trouvé excellent. Et c'est vrai que du coup, c'est le classique. Donc, La scène de clope au bar où il y a la musique qui arrive au ralenti, voilà là. Non, moi en fait, mon film préféré c'est peut-être de Scorsese, Hugo Cabret. D'ailleurs, tu sais que moi, c'est le premier film de Scorsese que j'ai vu. C'était pas mal. Du coup. C'était mignon. En vrai, c'était vraiment mignon. C'était un bel hommage au cinéma. Non, c'est pas possible. Non, on avait 10-11 ans, je pense, et du coup, je suis allé le voir au ciné. Je pense que ça doit tu être lui ressembles un peu, Hugo, je trouve, à Hugo Cabret. À Hugo Cabret. Mais mec, tu sais qui c'est? Tu sais qui c'est l'acteur? Ah oui, c'est le mec de Sex Education. C'est le mec de Sex Education. Asa Butterfly ou je sais pas. Bon, ouais, moi je crois que mon préféré de Niro Scorsese, en vrai, si je suis très honnête, c'est leur plus grande masterclass, c'est Taxi Driver. Ouais. C'est qu'il n'y a rien à dire, le film il repose entièrement sur le réal et l'acteur principal, et c'est juste un des plus grands classiques de tous les temps. Voilà. On a parlé du coup de De Niro ainsi que de DiCaprio, mais on n'a pas parlé de Lily Gladstone. Bon, on la connaît beaucoup moins parce que manifestement, c'est juste une actrice moins connue. Est-ce que vous avez vu quelques-uns de ses films? Malheureusement, elle joue dans un film avec Kristen Stewart, Certain Woman, mais je l'ai pas vu et c'était en 2016, je crois.
Écoutez, moi non plus, j'ai vu aucun de ces films. Non plus. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça qu'elle avait racontée, puisqu'en fait, quand j'avais commencé à m'intéresser sur Killers of the Flower Moon et que j'avais vu qu'il y avait une actrice qui, pour moi, était totalement inconnue, j'avais vu certaines de ses interviews ou de écrites surtout, et elle disait que en fait, elle s'apprêtait à rejoindre une fac d'informatique parce que elle avait plus forcément de casting, sa vie d'actrice n'était pas forcément fructueuse. Et donc, elle était en train de s'inscrire justement à la faculté. Et hop, petit mail de Martin Scorsese, et qui lui propose un casting ou même directement le rôle. Je sais plus. J'ai un film avec DiCaprio. Et De Niro. Exactement. C'est fou, le rôle principal. Voilà, donc, et à ce qui paraît, elle a une performance de dingue. Tu seras l'amante de DiCaprio dans le film. Écoutez, c'est vrai qu'on va pas pouvoir s'étaler sur le sujet de cette actrice. Et du coup, je vous propose que chacun vous fassiez petite note, vos attentes sur le film. Vas-y, Oscar. Oscar, tu veux commencer ? Écoutez, en fait, je pense que c'est simple. On sera tous d'accord. Je vous vois pas mettre une autre note également. Enfin, écoutez, il y a top 2 réal pour moi, 2 de mes 3 acteurs préférés, un genre qui m'est assez familier, en tout cas qui me rappelle mon enfance, qui est le western. Vous voulez que je vous dise quoi ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est un 10 sur 10 pour moi. J'attends un chef-d'œuvre. Franchement, j'attends même un top 5 discographie de... Ah, pourquoi je dis discographie tout le temps ? Filmographie de Scorsese. Sincèrement, qu'est-ce que tu vas attendre de plus ? Tu vois les images, ça a l'air parfait. Tout le monde dit que De Niro a jamais aussi bien joué depuis 20 ans. Tout est réuni. Enfin, moi, je vais y aller avec des étoiles dans les yeux et j'attends une grande expérience de cinéma, quoi. Melchior, un avis ? Bon en fait c'est chiant parce qu'on est tous d'accord. Moi c'est 2 de mes acteurs préférés de tous les temps, c'est un de mes réalisateurs préférés de tous les temps. C'est un film historique, ça parle de une population qui va être opprimée, ça parle de la quête du pétrole. Enfin je veux dire, ça, pour moi c'est comme Oscar, j'attends une masterclass, c'est-à-dire que j'espère vraiment que c'est un des plus grands films de Scorsese. Là le garçon il a quand même 80 ans, le prochain film qu'il va faire, il en a parlé avec le pape, ça va être sur le Vatican et ça va être un nouveau film sur Jésus après la dernière tentation du Christ. Je sais pas si ce sera forcément son plus grand film, donc moi là vraiment je me dis que c'est peut-être un des derniers de Scorsese et ça m'attriste de le dire. Non, il y a DiCaprio qui a signé pour un nouveau film sur pareil, c'est un livre sur des naufragés qui arrivent dans une île et ça a l'air fou. Non mais je veux bien qu'il signe tout ce qu'il veut, mais il a quand même 80 ans, donc moi j'ai quand même cette peur de il s'est quand même coqué toute sa vie. Scorsese, il a passé pas mal de temps à l'hôpital, donc moi j'attends comme Oscar une masterclass et vraiment j'attends. Tu dis souvent que tu parles tu vas voir un film pour une grande prestation d'acteur. Là j'y vais pour 2 voire 3 énormes prestations d'acteurs, mais une énorme prestation de réalisateur, des costumes, une reconfiguration historique, de la musique. Enfin, j'attends des émotions, je veux un 10 sur 10. Et 3h20. 3h20, souvent les films qui tiennent 3h20. 3h46. 3h46. Écoute, souvent les films qui durent longtemps, tout le monde critique, mais il y a rarement des fiascos. Je suis désolé, et tout le monde dit oui, maintenant tout le monde veut faire des longs films. C'était déjà ça dans les années 70, c'était déjà ça. Bref, Les Enfants du Paradis, années 30, c'était 3h20. Donc quel film ? Voilà, donc il n'y a jamais eu de problème avec les films longs. On fait des podcasts longs. D'ailleurs, attends, est-ce que je peux juste dire un truc ? On n'a pas parlé de Martha Schoonmaker, qui est la monteuse de Scorsese, et ça faut en parler puisque elle est à l'origine de tout le montage un peu rapide que vous pouvez voir dans ces films. C'est elle, et elle, vraiment, sans elle, il n'y a pas de cinéma de Scorsese. Sincèrement, elle fait partie de la colonne vertébrale de ce cinéaste. C'est son duo, et d'ailleurs, elle a eu 3 Oscars. Ouais, elle a eu d'ailleurs, du coup, Raging Bull, Les Infiltrés, Aviator, 3 Oscars, c'est fou quand même. Incroyable. Donc je pense qu'il fallait en parler, puisque c'est quand même, quand on parle de Scorsese, c'est elle, quoi. Toi, Hugo, tu t'attends à quoi ? Écoutez, on va pas redire ce qui a été dit. Non, je m'attends au plus grand cinéma qu'on puisse nous proposer depuis ces dernières années. Non, moi je voulais revenir un peu parce qu'en vrai on le fait jamais dans le podcast et je trouve ça un peu dommage. C'est une de nos auditrices qui nous l'avait dit et je trouvais qu'elle avait raison. C'est parler un peu des autres rôles, c'est-à-dire juste la costumière, la chef costumière de ce film, c'est Jacqueline West, qui a notamment fait Dune, The Revenant, Benjamin Button et The Social Network. Donc il y a des films où là, au niveau des costumes, je pense que là on va s'éclater. Je pense que The Social Network. Mais je trouve ça bien. Je trouve ça bien aussi de parler de ces gens-là de l'ombre. C'est plus dur qu'elle a fait. Et surtout avec ce type de film, Hugo, là, en western. Exactement. Et voilà. Et dans The Revenant, on aime ou on n'aime pas, les costumes étaient complètement dingues. Enfin, le film était très beau visuellement. Donc voilà. The Social Network, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Aussi au niveau de la composition, c'est Robbie Robertson du coup qui a fait The King of Comedy, Oscar.
qui a fait les gars, ça va être un chef-d'œuvre, bordel. Qui a fait La couleur de l'argent et The Irishman. Alors The Irishman qui a été très bon en termes de BO, alors que j'ai pas du tout aimé le film, donc parfait. Merci Robbie Robertson d'être sur ce projet. Et toujours la même monteuse, Oscar en a très bien parlé, Thelma Shoemaker. Et chef photographie, Rodrigo Prieto, qui a fait Barbie. Donc en termes de photographie, c'était quand même très beau. Le Loup de Wall Street, Brokeback Mountain, ou encore, et là Oscar c'est pour toi, ce film est vraiment pour toi Oscar, 8 Miles. Donc voilà. Merci. Les gars, et donc voilà. Et un dernier truc sur 10 là qu'on va regarder. Ce film, c'est les Avengers. C'est les Avengers qui se réunissent pour plier un classique. Et un dernier truc, les gars. Un dernier truc, et ça c'est pour toi Melchior. Et là, les gars, la boucle est bouclée. Pour l'écriture du scénario, quelqu'un qui est en coécriture. Me dis pas que c'est le mec tu connais Melchior. C'est Eric Ross. Il y a mais what? Incroyable. Les gars, qu'est-ce qu'on va voir là? Qu'est-ce qui se passe? Du coup, les gars, moi, ce que je m'attends, bien sûr, je suis obligé de mettre un 10. Après, voilà, moi, je suis pas trop western, donc je vais faire le connard, je vais mettre un petit 9,5 peut-être. Mais non, 10. Les gars, c'est le 11 de légende du cinéma. Enfin, c'est tous les classiques, tous les plus grands. C'est les Avengers, c'est voilà. Exactement. Et non, franchement, j'ai hâte. Et toi, Victor, du coup, pareil? Alors, moi, pareil, du coup, comme vous. Et je vais rajouter en plus que les notes, mais c'est rarement, c'est du jamais vu. Les notes là, c'est que des notes au-dessus de 4,5 presque sur toutes les plateformes. Ouais, tout le monde est d'accord pour dire que c'est excellent. Donc en vrai, si je sors de la salle en me disant que c'est de la merde, je serais vraiment déçu et je ne croirais plus jamais une critique vue sur internet. Donc sur ces belles paroles, je pense qu'on peut se laisser et on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour le débrief après le film. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Vous pouvez vous abonner sur Spotify, Apple Music, Apple Podcast, YouTube. On a tout. Ouais. Venez, on n'a pas 10 heures. Si vous avez envie, un jour on aura peut-être. Et faut payer, faut donner, faut faire des dons. Ouais, faut faire des dons. On a ouvert un Kiss Kiss Bang Bang, c'est faux. Sur ce. Bon film si vous allez le voir, bonne semaine ou je sais pas. Au revoir. Bisous les gars, bisous. Go cinéma, allez voir ce film. Les gars, on vous a motivé pour y aller là, il faut payer pour y aller. Faut payer. Bon, allez, jingle. Cortez.